Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve 1 du CAPES 2017. A1, ce vecteur appartient à R, celui-là aussi parce que leurs coefficients sont dans Z. Soit x un vecteur de R, alors x, je remarque que x est égal à x1 plus y2 avec xy qui appartient à Z2. Donc E1, E2 est bien une Z-base de R. Parce que ce qu'il faut pour être une Z-base, c'est que les deux appartiennent à R et que tout vecteur puisse s'écrire x1, enfin x fois le premier vecteur plus y fois le deuxième avec xy appartient à Z. Ce qui est le cas ici. Cran 2, petit a, E'1 égale, alors donc ça c'est les notations, soit x appartenant à R2, xy appartient à R. Dire que x est égal à x' plus y'2, ça équivaut à dire que x égale x fois, alors E'1 c'est A1E1 plus B1E2, plus y fois A2E1 plus B2E2, donc ça fait que x est égal à A1x plus A2YE1 plus B1x plus B2YE2. Et donc, ces coordonnées, c'est A1x plus A2y, B1x plus B2y, ce qui équivaut à dire que x est égal à AXY de A. E'1, E'2 est une Z-base de R, donc E'1 appartient à R et E'2 aussi. Donc A1, B1, A2, B2 sont dans Z. 2b, E'1, E'2 est une Z-base de R, et E1 appartient à R et E2 appartient à R. Donc on peut trouver des coefficients dans Z tels que E1 s'exprime comme combinaison linéaire de E'1, E'2 avec des coefficients dans Z, idem pour E2. 2C, pose B est égal à ça. Dire, alors, E1 est égal à x1, E', on a vu avant, plus y1, E'2. Ça veut dire que 1, 0 est égal à A x multiplié par x1, y1. D'accord? D'après 2,1. Parce qu'on a vu que dire que x, alors ici c'est E1 qui est égal à x' plus y E'2. Donc ça équivaut à dire que E1, c'est-à-dire 1, 0 en fait, est égal à AXY. Donc 1, 0 égale à x1, y1, puisque là c'est pas xy, mais c'est x1, y1. De même, 0,1 égale ax2, y2. Donc, en fait, j'ai ça. D'accord? Puisque quand je fais ax1, y1, je tombe là-dessus, et ax2, y2, je tombe là-dessus. Donc, j'ai ça. Et donc, ça veut dire que AB est égal à I2. Voilà. Alors, petit d, AB est égal à I2, ça implique que déterminant de A fois déterminant de B est égal à 1. Déterminant de A, c'est ça, ça fait A1, B2, moins B1, A2. Et donc, et ça appartient à Z. Ça appartient à Z parce qu'ils sont tous dans Z. D'accord? D'après le 2 petit a. Voilà. Donc, déterminant de B, lui, il est égal à x1, y2 moins y1, x2, parce qu'ils sont... d'accord? Et il appartient à Z parce qu'ils sont tous dans Z, les termes qui apparaissent ici. Donc, j'ai déterminant de A fois déterminant de B qui est égal à 1, avec déterminant de A et déterminant de B qui sont dans Z. Donc, en fait, ces deux termes, c'est des plus ou moins 1. Soit le premier vaut 1 et l'autre vaut 1, soit le premier vaut moins 1 et le deuxième vaut moins 1. D'accord? Donc, déterminant de A est égal à plus ou moins 1. 3. Donc, tous ces termes sont dans Z4 et déterminant de A est égal à plus ou moins 1. Comme il est non nul, A est inversible et donc peut s'écrire comme ça. Mais le déterminant est epsilon qui est un plus ou moins 1. Donc, soit je divise par 1, c'est-à-dire que j'obtiens ça, soit je divise par moins 1 et j'obtiens l'opposé. D'accord? Donc, dans les deux cas, en tout cas, vu que A1, A2, B1, B2 sont dans Z, ben les coefficients de A-1 sont dans Z. 3b, déterminant de E'1, E'2 dans la base E1, E2, c'est le déterminant de A. C'est égal à plus ou moins 1. Donc E'1, E'2 est une base de R2. La matrice de passage de 1, E2 à E'1, E'2, c'est A. Donc la matrice de passage de E'1, E'2 à E1, E2, c'est A-1.
je note U1, V1, U2, V2, mais je sais, parce que j'ai démontré avant, qu'elle était coefficient dans Z. Donc E1 peut s'écrire U1, E'1 plus V1, E'2. D'accord? Et E2 peut s'écrire U2, E'1 plus V2, E'2. Si X égale XY appartient à R, alors X est égal à X1 plus Y2, ce qui nous fait donc X fois ce truc-là, plus Y fois ce truc-là. Donc ça va faire XU1 plus YU2 E'1 plus XV1 plus YV2 E'2. D'accord? Et XY, U1, U2, V1, V2 sont dans Z, donc ça c'est dans Z et ça c'est dans Z. D'accord? Donc ça veut dire que E'1 et E'2, on le sait, appartiennent à R, et tout X de grand R peut s'écrire alpha E'1, alors c'est un grand X, plus bêta, donc alpha c'est ça, plus bêta, non alpha c'est ça, plus bêta E'2, avec alpha, bêta qui appartiennent à Z, 2. Donc ça veut dire que E'1, E'2 est une Z base de R. La conclusion de tout ça, c'est que E'1, E'2 est une Z base de R si et seulement si le déterminant de A est égal à plus ou moins A. Question 3.1, E'1 égale à 1, B1 appartient à R. Supposons que E'2 soit égal à A2, B2 et qu'il appartienne à R. Et que E'1, E'2 soit une Z base de R, alors le déterminant, on sait, est égal à plus ou moins 1. Bon, et donc on va se retrouver avec ça. Il faut bien voir que là-dedans, A1, B1, A2, B2 sont dans Z. Donc ça, c'est une égalité de Bézout qui implique que A1 et B1 sont premiers entre eux. Réciproquement, s'ils sont premiers entre eux, d'après Bézout, il existe U et V, tel que l'on est ça, et donc on a ce déterminant qui est égal à 1. On prend E'2 égale moins VU. Bon, comme ce sont des entiers, il appartient à R, son déterminant est égal à 1. Donc on a une Z base de R. Exemple avec 7 et 10, donc question 3, qui sont premiers entre eux. Donc on remarque que 3 fois 7 moins 2 fois 10 est égal à 1. Donc on va prendre U égale 3, V égale moins 2, ce qui nous fait ce vecteur moins VU, d'accord? Et donc on prend E1 et E2 égale 2, 3. C'est une Z base de R. B grand 1, on a cette matrice. Supposons que f de R soit inclus dans R. Ces deux vecteurs-là appartiennent à R, puisque leurs coefficients sont dans Z. Donc f de 1 et f de 2 appartiennent à R. F de 1 est donc égal à AB, F de 2 égale CD, avec AB, CD qui sont dans Z. Supposons que AB, CD appartiennent maintenant à Z4. Donc là, ce que je viens de démontrer, c'est que F de R inclus dans R implique AB, CD appartient à Z4. Réciproquement, supposons ça, X égale XY appartient à R, donc XY appartient à Z2. F de X qui est égal à AX plus CY, BX plus DY, lui, il va appartenir à R parce que A, B, C, D sont dans Z, X, Y aussi, donc AX plus CY appartient à Z et BX plus DY appartient à Z. Donc, ça implique que F de R est inclus dans R. Donc, la conclusion, c'est que F de R inclus dans R est équivalent à ABCD appartient à Z4. B de 1, F de R est égal à R. Donc, on reprend E1 qui appartient à R, donc à F de R. E1 appartient à image de F, de même E2 appartient à image de F. Et en plus, ils sont indépendants. On en déduit que le sous-espace vectoriel image de F de R2 est de dimension supérieure ou égale à 2, puisqu'on sait que c'est un sous-espace vectoriel, et là on a trouvé deux vecteurs indépendants qui sont dedans. Mais comme c'est un sous-espace vectoriel de R2, il est donc égal à R2, donc image de F égale R2, donc F est surjectif. F est un endomorphisme surjectif de R2, donc c'est une bijection. Petit 3, X égale à B appartient à R, donc AB appartient à Z2, et X est égal à AE1 plus BE2. F-1 est un endomorphisme surjectif, c'est un endomorphisme de R2, donc, enfin lui aussi est bijectif. Donc F-1 de X est égal à A. De cette relation, j'applique F-1 de X égale A, F-1 de 1 plus B, F-1 de 2.
mais f-1 de E1 que j'appelle U1, U2 appartient à R parce que E1 appartient à F de R. Hein, d'accord? Donc f-1 de E1 appartient à R. Donc U1, U2 appartiennent à Z2. De même, f-1 de E2 égale V1, V2 appartient à R. Donc V1, V2 appartiennent à Z2. Et f-1 de X, il est égal à ça. Que je peux écrire comme ça, hein, en développant et en rangeant les E1 et E2. Et donc là, je me retrouve avec des coordonnées qui sont entières parce que A, B, U1, V1, U2, V2 sont dans Z. Hein. Donc j'ai f-1 de X qui appartient à R. Donc en fait, à chaque fois que X appartient à R, f-1 de X appartient à R. Donc j'en déduis que f-1 de R est inclus dans R. Petit 4, F est bijective, donc sa matrice est inversible, sa matrice, qui a priori est une matrice à coefficient dans R, mais f-1 de E1, c'est ce vecteur-là, U1, V1. Et on sait que E1 appartient à R. Et que f-1 de R est inclus dans R. Donc comme E1 appartient à R, f-1 de 1 va appartenir à R. Donc ça veut dire que U1 et V1 sont des antirelatifs. Et de même pour f-1 de E2. U2, V2 vont être des antirelatifs. Donc les 4 termes de la matrice sont des entiers. Petit 5, A multiplié par A puissance moins 1 égale I2. Donc le produit de leurs déterminants est égal à 1. F de R est égal à R. Donc les coefficients de A sont dans Z, d'après le grand 1. Et comme ces coefficients sont dans Z, le déterminant est dans Z. Ceux de A puissance moins 1, on vient de le voir, sont aussi dans Z. Donc le déterminant appartient à Z. Comme le produit des déterminants, donc produit de deux entiers relatifs, est égal à 1, bah, déterminant de A est égal à 1 ou moins 1, raisonnement déjà fait. En 3, petit 1, on suppose les coefficients de A dans Z et déterminant de A égale moins 1, 1. Si A est égal à ça, bah, on sait, d'après la partie A, qu'à ce moment-là, F de 1 qui représente la première colonne, F de 2 représente la deuxième colonne, bah, ces deux colonnes-là forment une Z base de R. Donc F de 1, F de 2 est une Z base de R. Petit 2, coefficient de A dans Z, donc F de R est inclus dans R d'après grand 1. Déterminant de A est égal à 1, donc A moins 1 est un coefficient entier, donc F moins 1 de R est inclus dans R. Quand je compose par F, ça veut dire que R est inclus dans F de R. Donc j'ai F de R inclus dans R et R inclus dans F de R. Donc F de R est égal à R. Pardon. Conclusion. F de R est égal à R si et seulement si les coefficients de A sont dans Z et le déterminant égal à plus ou moins 1. Ensuite, c'est grand 1. J'ai l'ensemble des isométries affines F de R2 tel que F de R est égal à R. Chez 0, l'ensemble des F appartenant à G tel que F de 0, F de O est égal à E. FG appartiennent à G, tous les deux. Donc, F si on a ça. Alors, G rond F est une isométrie, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, ça aurait été mieux puisque je m'intéresse à G rond F. G rond F est une isométrie et G rond F de R, ben, c'est G de. Alors F de R, ça fait R. Donc c'est G de R, donc c'est égal à R. Donc G rond F appartient à G. Alors j'aurais pu commencer par dire que l'identité est une isométrie, ce qui est évident. Et l'identité de R est égale à R, hein, puisque ça ne change rien au point, donc R est transformé en R. Donc l'identité appartient aussi à G. Et puis enfin, si F appartient à G, F, on sait, d'après le cours d'algèbre, que F-1 est une isométrie, mais comme F de R est égal à R, R va être égal à F-1 de R, il suffit de composer. D'accord ? Et je rappelle que ça ne pose aucun problème, hein, puisque F étant une isométrie, c'est une bijection. Hein. Donc R est égal à F-1 de R, et donc F-1 appartient à G aussi. Donc G, en fait, il apparaît comme étant un sous-groupe du groupe des isométries de R2. Donc il a effectivement une structure de groupe G, muni de la composition. En 2. Petit a, si je prends le vecteur, si je prends x égale xy
appartenant à R, la distance entre 0 et x est égale à 1 si et seulement si x2 plus y2 est égal à 1. Ça, c'est des entiers. Des entiers positifs dont la somme est égale à 1. Ça peut être, il y en a forcément un qui est égal à 0 et l'autre qui est égal à 1. Donc x2, y2 va être égal à 1, 0 ou 0, 1. Et donc x va être 1, 0, moins 1, 0, ou 0, 1, 0, moins 1. Petit 2, f est une isométrie, donc distance entre 0 et 1 est égale à distance entre 0 et E2 est égale à 1. Donc la distance entre f de 0 et f de 1 est égale à la distance entre f de 0 et f de 2 est égale à 1. Puisque c'est une isométrie, ça conserve la distance. Donc distance entre 0, alors parce que f de 0, ça fait 0. Ça fait 0 pourquoi? Parce qu'on a choisi f qui appartient à ça, c'est parce que f appartient à G0. D'accord? Donc, ça nous fait ça, qui est égal à 1. Et donc, d'après ce qu'on a vu avant, eh bien, ça nous donne que f de 1 et f de 2 vont appartenir à cet ensemble. Alors, j'ai oublié de dire que G0 muni de la composition est un sous-groupe de G, car l'identité appartient à G0, vu que l'identité transforme O en O. FG appartient à G0, implique, si FG appartient à G0, alors G rond F de O à F de O c'est O, donc ça fait G de O, mais G de O c'est O. Et enfin, F de O égale O, ça implique que F moins 1 de O est égal à O. Là, il s'agit bien d'application affine, d'isométrie affine. Il y a une confusion dans cet énoncé avec entre application linéaire et application affine. Et ça, c'est vraiment un problème. Petit 3, question... alors, A est matrice de F, il a pour colonne F de 1, F de 2 qui sont là-dedans, qui sont indépendants parce que F est une isométrie. Donc, forcément, pour A, on n'a que ce choix-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre là-dedans une première colonne et une deuxième colonne qui ne soient pas dépendantes. Donc, par exemple, avec celle-là, on ne peut pas prendre celle-là comme deuxième colonne. Donc, on prend les deux autres. Avec celle-là, on prend ces deux-là. Avec celle-là, on prend ces deux-là. Avec celle-là, ces deux-là. Ça en fait 8. Voilà. Ce sont bien des isométries, des matrices d'isométrie, parce que les deux colonnes sont orthogonales et puis normées. Et puis, elles sont avec des coefficients entiers, donc en fait, on a f de r qui est égal à r. Donc ici, en fait, on a des éléments qui sont dans G, pas de problème. On va y revenir un petit peu après. 3.1, S1 c'est ça, S2 c'est ça. Il s'agit de symétrie pour S1, il s'agit de la symétrie par rapport à y égale x, parce que le dessin, et puis parce que si on cherche les invariants, f de x égale x, ça équivaut à y égale x. Et puis ici, si je prends S, alors ça c'était S2, oui. Alors S2 qui échange S2 de E1, E1 est envoyé en moins E1, et puis E2 reste en E2, c'est une symétrie par rapport à x égale 0, qu'on retrouve en cherchant les invariants. Ça nous fait x égale moins x, qui équivaut à dire x égale 0. D'accord? Donc là aussi, c'est pas très bien précisé. S'agit-il d'une isométrie affine, d'une application affine ou d'une application linéaire? En lire le texte, il s'agit d'application linéaire. Mais ici, dans la question 2, on a l'impression qu'il s'agit d'application affine. Alors, bon. S1 rond S2, en tout cas, sa matrice, c'est ça, c'est celle d'une rotation. Donc, si c'est du linéaire, on va dire rotation d'angle moins pi sur 2. Et si c'est affine, on dira de centre O et d'angle moins pi sur 2. Et pour S2 rond S1, ça fait moins celle-là, donc c'est la rotation inverse. Autre démonstration, S2 rond S1, c'est forcément une rotation parce qu'on compose deux symétries orthogonales. Par rapport à des droites qui font un angle de pi sur 4,
2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Alors si c'est affine, ben, on rajoutera que delta et delta prime se coupent en haut. Donc voilà, ça laisse un variant haut. Hein. Donc, et c'est la rotation de centre haut. Pareil pour S1 rond S2, sauf que là, du coup, on fait dans l'autre sens, donc l'angle est égal à moins pi sur 2. Petit 3, S1 S2 appartient à G0. Ben, S1 de haut est égal à S2 de haut est égal à haut, donc S2 rond S1 et S1 rond S2 appartiennent à G0 puisque c'est un groupe. Donc, et puis 4, 4 il n'y a rien à dire, hein, c'est évident, sauf que là aussi la question n'est pas du tout précise. Hein. C'est-à-dire que là on a en fait là tous les éléments de G, hein, si on considère des applications linéaires. Alors si on considère des applications affines, il se trouve qu'on a tous les éléments de G0 parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on applique 0 qui a pour coordonnée nulle, on va trouver 0. Donc il y a 8 éléments dans G0. Question 4, il y a 8 éléments dans G0 qui correspondent aux 8 matrices de H. Donc il y a ces 5 premiers qu'on a déjà vus, la symétrie centrale, la symétrie par rapport à l'axe y égale 0 qui correspond à cette matrice et la symétrie par rapport à la seconde bisectrice qui correspond à cette matrice. Grand 5, T translation de vecteur petit x, petit y est une isométrie affine qui réalise ça. Si T appartient à G, alors comme O appartient à R, eh bien, quand on remplace grand X, grand Y par 0, on obtient que petit x, petit y appartient à R. Réciproquement, si petit x, y appartient à R, alors si grand X, grand Y appartient à R, grand X et grand Y sont entiers, donc ça c'est des entiers, donc ça veut dire que ça appartient à R, et donc T de R est inclus dans R. Maintenant, si grand X, grand Y appartient à R, on peut dire qu'il est le translaté de ça. D'accord? Et ça appartient à R aussi, puisque X, Y, petit x, petit y, on est dans ce cas-là, sont des entiers. Donc R est inclus dans T de R, et donc on a T de R égale R, puisqu'on a la double inclusion. Donc T appartient à G. Conclusion, T appartient à G, ça équivaut à XY appartient à R. F appartient à G, O appartient à R, donc F de O appartient à R. Donc moins F de O aussi appartient à R, hein, par symétrie centrale. Donc T' appartient à G, la translation de vecteur, moins F de 0. Donc G égale T' rond F appartient à G, composé de deux éléments de G. Mais G de O est égal à T' de F de O, on va faire F de O moins F de O, puisque là on a translation de vecteur moins F de O, égale O. Donc T' appartient à G de 0. Grand 7, F appartient à G, F égale T rangé avec T translation et G appartient à G0, donc F de 0 va être égal à T de G0 égale T0, donc T c'est la translation de vecteur F0, donc elle est parfaitement définie. Et donc G qui est forcément égal à T-1 rond F, et bien, est parfaitement définie, donc on a l'unicité. Réciproquement, si T est la translation de vecteur F0 et si G est égal à T-1 rond F, alors G appartient à G, car T-1 est une translation de vecteur moins F de O qui appartient à R, donc T appartient à G implique que G égale T-1 rond F appartient à G, parce que F appartient à G. On compose deux éléments de G. Donc G de 0 qui est égal à T-, alors et G de 0 de plus G de 0, G de O qui est égal à T-1 de F de O va être égal à F de O moins F de O égale O. Donc G appartient à G de 0. Et on a bien F égale T rond G. Donc l'existence est démontrée. Et enfin, dans cette question grand D, grand 1, petit 1, eh bien, on a le triangle T par la symétrie S delta qui appartient bien à G de 0, on a T1, puis par cette symétrie par rapport à delta prime, on a T2, et d'accord, donc là, on a tous ces triangles là, et puis si on leur applique la symétrie centrale, on a les autres, et donc la réunion forme bien notre carré. Alors, je résume ça ici. Je pars de l'identité, l'identité de T, c'est T. Hein, j'applique à chaque fois les applications, je leur applique T. S delta de T, c'est T1. D'accord? Si je fais S delta prime rond S delta de T,
ça fait S delta prime de T1, ça fait T2, etc. Si je fais G égale S delta seconde rond F de T, ben ça va faire S delta seconde de T2, ça fait T3. Et si je fais SO rond G de T, eh bien ça fait SO de T3, ça fait T7. D'accord? Et je vous laisse vérifier pour les derniers, mais c'est évident avec ce qui est ici. Donc on a ici 8 applications, d'accord, qui transforment T en des TK, et qui sont 2 à 2 distinctes, hein, puisqu'on n'arrive pas sur les mêmes triangles, d'accord. Et ces 8 applications appartiennent à G0 parce qu'on utilise dans les compositions que des éléments de G0, et G0 est un groupe, une structure de groupe. Donc là, on a exactement 8 éléments. Donc c'est les 8 éléments qu'il y a, puisqu'ils appartiennent à G0 et qui sont distincts de 2 à 2, c'est les 8 éléments de G0. Donc les 8 applications appartiennent à G0 et sont 2 à 2 distincts, donc ce sont exactement les 8 éléments de G0, et on a vu que le carré est l'union des TK pour K allant de 0 à 7, donc ça en fait c'est l'union des G de T, hein, les G c'est celle-là, hein, pour G appartenant à G0, puisqu'on a ici tous les éléments de G0. Quentin petit 2, G1, G2 appartenant à G0, il vérifie G1 de haut est égal à G2 de haut est égal à O. L'image par G1 du triangle T est un triangle OA1, B1, c'est-à-dire l'image de A c'est A1, l'image de B c'est B1, et l'image de T est le triangle OA2, B2. OA est donc envoyé en OA1 et OA est envoyé en OA2. Les segments, on croit l'image des segments, hein, puisqu'il s'agit d'une application linéaire, hein, G1 et G2 aussi. Donc, si A1 est égal à A2, les deux segments sont égaux. De même, si B1 est égal à B2. Si A1 égale A2 et B1 égale B2, excusez-moi, alors le repère affine OAB a la même image par G1 et par G2. Et donc, G1 va être égal à G2. Conclusion, G1 de T inter G2 de T, ça va être égal à O, ou bien au segment OA1 ou au segment OB1. Grand 2, petit 1, point M de coordonnées x, y dans R2. Petit m, la partie entière de x plus 0,5 et p, la partie entière de y plus 0,5, vérifie ça. D'accord? Et donc, ça. Et donc, m apparaît clairement comme le translaté de q par la translation de vecteur x, où x a pour coordonnée mp, donc appartient à R, et q pour coordonnée x moins m, y moins p. D'accord? Appartenant à C. Donc de ça, il ressort que R2, c'est l'union des Tx de C pour X appartenant à R, puisque à chaque fois que je prends un point M dans R2, il est de la forme Tx de Q. D'accord? Grand 2, petit 2. X égale MP appartenant à R, Tx de C, ça va être le carré qui est comme ça. Et, donc il vérifie ça. Et Tx' de C, si x' est égal à M'P' appartenant à R, ça va être ce carré-là. Si xy appartient à Tx de C inter Tx' de C, il va vérifier donc x plus 0,5 là, qui est entre M et M plus 1, entre M' et M' plus 1. Donc soit x plus 0,5, alors soit x plus 0,5 appartient à Z, et dans ce cas-là il est égal à, on a M' qui est égal à M ou à M plus 1, parce qu'il n'y a pas d'autre entier entre les deux, soit x plus 0,5 n'appartient pas à Z, et à ce moment-là, M est la partie entière de x plus 0,5, et M' la partie entière de x plus 0,5, et donc M' égale M. De même pour Y, c'est-à-dire que si Y plus 0,5 appartient à Z, on a P' égale P ou P plus 1, et sinon, on a P' est égal P. Donc X est différent de Y. Donc on sait que M, le couple est même prime, enfin, on ne peut pas avoir M égale M' et P égale P' en même temps. Donc on a soit ça, soit M' P' est égal à ça, ou ça, d'après ce qu'on a fait précédemment. Si M' P' est égal à M P plus 1, Tx', est le carré qui vérifie ça. D'accord? Et Tx de C inter Tx' de C, ça va être l'ensemble des points qui doivent vérifier ça et ça.
Et ça nous donne exactement un segment. Idem si m'P' est égal à m plus 1p. Alors ça, ici, c'est un segment horizontal. Dans l'autre cas, on aura un segment vertical. Sinon, on a ça. Et à ce moment-là, le carré Tx' de C, ça va être le carré qui vérifie ça. D'accord? Donc, Tx de C inter Tx', parce que l'autre, c'est ça. Donc, quand on compare les deux, on voit bien que le seul point d'intersection, c'est celui-là. Conclusion, l'intersection de Tx de C et Tx' de C, ben, c'est soit un point, soit un segment, soit... Alors là, on s'était placé dans le coin où il y avait un point qui appartenait aux deux. Hein, d'accord? Donc, s'il n'y en a pas, ben, ça veut dire que l'intersection, évidemment, est vide. Donc, on n'a que ces trois possibilités. Question 3.1. R2, c'est l'union pour x appartenant à R et Tx de C. Et C, c'est l'union des G de T pour G appartenant à G0. Je remplace ici C par ça, et ça me donne ça. Et ça va être l'union pour x appartenant à R de l'union pour G appartenant à G0 de ça. Et donc, c'est l'union des Tx congé de T pour x appartient à R et G appartient à G0. On a vu que tout F appartenant à G s'écrit de façon unique comme ça, où x appartient à R et G appartient à G0. Et évidemment, réciproquement, si x appartient à R et G appartient à G0, alors Tx et G appartiennent à G, donc F égale Tx rond G appartient à G. Donc en fait, G, c'est l'ensemble des Tx rond G pour x appartient à R, G appartient à G0. Donc ce truc-là, ça va être l'union pour F appartient à G des F de T. Question 2. F1, F2 appartient à G différent. Il existe une décomposition unique de F1 et de F2, et j'appelle oméga l'intersection des deux, que je suppose non vide. Donc ça fait ça. Si x1 est égal à x2, je remplace tx2 par tx1, et donc ça fait tx1 de g1 de t inter g2 de t, mais ça c'est segment ou un point. Et par la translation, ça fait donc segment ou un point. Et si x1 est différent de x2, je remarque que g1 de t est inclus dans C et g2 de t est inclus dans C. Donc oméga, c'est l'intersection, est inclus dans tx1 de C inter tx2 de C. Et si oméga est différent de vide, ça veut dire que ça est non vide. Donc ça va être un segment ou un point. Et à ce moment-là, f1 de t et f2 de t, comme ce sont des triangles, et que l'intersection ici c'est un segment, un point, ça va être donc des triangles qui sont... Ça va être un triangle qui va être inclus dans un segment ou un point. Donc c'est un segment ou un point. Donc oméga est un segment ou un point. Donc en fait, soit f1 de t inter f2 de t est vide, soit c'est un point, soit c'est un segment. Voilà. E1, bon, on a ça, c'est une translation, c'est évident. Puis ça, c'est une symétrie, c'est la partie linéaire, c'est une symétrie. Hein. Et puis, l'ensemble des invariants, c'est ça, c'est donc une symétrie par rapport à la droite, par rapport au centre oméga k de coordonnées k sur 2 et 0. D'accord? Donc ça, c'est SK. Ce qu'on peut retrouver facilement en remarquant que x' moins k sur 2 y' est égal à l'opposé de x moins k sur 2 y. Alors si je fais tk rond SL, à xy, du coup j'applique d'abord SL, qui me fait ça. Et après je rajoute k, donc j'obtiens ça. Donc je vois que c'est S de L plus K. Donc symétrie par rapport à oméga. Là je remplace K par K plus L sur 2, 0. Et si je fais SK rond TL, ça va faire ça. Donc je vois que c'est la symétrie par rapport, symétrie centrale par rapport à K moins L sur 2, 0. Voilà. Quant à TK rond TL, c'est évidemment T de K plus L. C'est une translation. Grand E, grand 2, H. On a évidemment identité égale T0 qui appartient à H, H qui est inclus dans G. TK rond SJ et SJ rond TK, on a vu que c'était des SI. TK rond TJ, c'était une translation. TK rond SJ, c'est ça,
Et donc c'est aussi une translation. Donc FG appartient à H implique que F rond G appartient à H. Et de plus, SK rond SK c'est l'identité, donc SK-1 c'est SK et TK-1 c'est T moins K, donc les deux appartiennent à H, donc H est un sous-groupe de G. Et puis ici, on sait que F c'est l'union des F de T pour F appartenant à H, on obtient une frise qui est comme ça, qui est faite à partir de T, en faisant des translations et puis des symétries. Les TK de T sont des TJ parce que TK, enfin, on a déjà vu que les SK de T, les SK de T sont des triangles. Hein. On l'a vu, quel que soit K appartenant à Z, et les TK de T sont aussi des triangles parce que TK est égal à S de K rond SK. J'ai pris J appartenant à N pour dire qu'il y en a côté gauche, côté droite. Voilà, c'est évident en fait cette question. Hein. Et puis grand 4, c'est évident aussi, on a une frise qui est faite à partir des triangles T et T'. Tous les triangles de la frise s'obtiennent là à partir en faisant des translations et des symétries SK. Et donc le groupe H laisse aussi cette frise invariante, c'est tout à fait immédiat. Problème 2, grand 1, petit 1, F qui à X associe l'opposé moins X, bah, elle est involutif parce que l'opposé de l'opposé c'est X. Hein. Et puis dans 0 plus l'infini, bah, on prend l'inverse parce que l'inverse de l'inverse c'est X. Petit 3, c'est involutif évidemment. Si c'est involutif, je veux dire, comme on a X égale F de X, quel que soit X appartenant à I, on voit que X est l'image de F de X, donc c'est une surjection. D'accord? Et supposons que A, pour A et B, on est F de A égale F de B, alors F de A est égal à F de B, et ça fait A et ça fait B parce que F rond F égale identité, donc A égale B. Donc là on obtient une injection. Donc une bijection puisqu'elle était surjective. Et puis on remarque au passage que comme F rond F est égal à l'identité, bien sûr, F-1 est égal à F. D'ailleurs, en fait, dès le début, on aurait pu dire, puisque c'est involutif, et ça admet une réciproque, et puis F-1, donc c'est bijectif, et F-1 est égal à F. Grand 2, F de X, F de Y est égal à Y, F de X, quel que soit X, Y positif, bah, F de Y1 égale F de Y2 implique que F de Y1 égale F de Y2, donc ça je peux l'écrire F de 1, F de Y1 est égal à F de 1, F de Y2, en prenant X égale 1, et ça me donne Y1, F de 1 égale Y2, F de 2. Seulement comme F de 1 est positif, donc non nul, je peux diviser, et ça me donne Y1 égale Y2. Donc en fait, si F de Y1 est égal à F de Y2, alors Y1 égale Y2, donc c'est bien une injection. Petit 3, en prenant X égale Y égale 1, j'obtiens F de 1 est égal à 1, F de 1. Donc F rond F de 1, qui vaut l'identité, enfin peu importe, F de 1 est égal à F de 1. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est pas du tout F rond F qui vaut l'identité, hein. On ne sait pas quel est involutif pour le moment. Mais ce que je vois, c'est que F de 1 et 1 ont la même image par F. Or, F est injective. Donc, ça me dit que F de 1 est égal à 1. Question 4, F de 1, F de X est égal à X, F de 1, quel que soit X positif. Donc, F de X est égal à X fois 1, puisqu'on sait que F de 1 est égal à 1, quel que soit X. Donc, F est involutif. Pour AB positive, en posant Y égale F de B, ben j'ai F de A, F de Y qui est égal à Y, F de A. Mais F de Y, c'est F rond F de B, c'est B. Et Y est égal à F de B. Donc quand je remplace, ça fait donc F de AB qui est égal à F de B, F de A, donc à F de A, F de B. Grand 3, F l'ensemble des invariants. Si X est positif, F de X, F de X. Donc là, je prends Y qui est égal à X. Ça me fait donc Y F de X, c'est-à-dire X F de X. Donc xf de x est invariant, donc xf de x appartient à h. Alors c'est possible parce que si x est positif, f de x est aussi positif, donc xf de x est évidemment positif. Petit 2, f de 1 est égal à 1, donc 1 appartient à f. Voilà, c'est terminé. Petit 3, x appartient à f implique f de x égale x.
Si y appartient à f, f de y est égal à y, donc f de xy qui est égal à f de x, f de y va être égal à xy. Donc xy appartient à f. Parce que xy, évidemment, est positif aussi. F de x sur y, y, fois y, est égal à f de xy, f de y. Donc f de, ça fait x, f de x est égal à f de xy sur y fois y. Parce que f de y est égal à y. Parce que y appartient à f. Donc ça me fait que, et comme f de x est égal à x, ça me fait donc que x est égal à f de x sur y multiplié par y. Donc f de x sur y est égal à x sur y. Parce que y est positif. Donc x sur y appartient à f. Il est invariant. Récurrence pour la question 4 sur n appartenant à n. Pour n égale 0, x puissance 0, ça fait 1. Ben on sait que ça appartient à f. Supposons que x puissance n appartient à f. Comme x appartient à f, le produit des deux appartient à f. Donc x puissance n plus 1 appartient à f. D'où on voit que la propriété est héréditaire. Donc d'après le théorème de récurrence, on a le résultat x puissance n qui appartient à f, quel que soit n appartenant à n, du moment que x appartient à f, bien sûr. Question 5. Si x appartient à f, supposons que x soit supérieur à 1, alors x puissance n tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. X puissance n appartient à f. Donc f de x puissance n est égal à x puissance n. Donc f de x puissance n tend vers plus l'infini. Mais d'après le B, d'après la définition de ces applications, il existe A positif tel que f de x puissance n est inférieur à A. On dit f de x puissance n va être borné, quel que soit n appartenant à n, puisque dès que x est supérieur à 1, x puissance n est supérieur à 1, bien sûr. Donc, f de x puissance n est borné, mais seulement on a vu que ça tendait vers plus l'infini. Donc il y a une contradiction, donc une mauvaise hypothèse, donc x est inférieur ou égal à 1. Petit 6, si x appartient à f, on vient de voir que x est entre 0 et 1, d'après le 5. Mais x appartient à f et 1 appartient à f, donc 1 sur x appartient à f. Donc 1 sur x est lui aussi entre 0 et 1. Donc x est supérieur ou égal à 1, mais il est inférieur ou égal à 1. Donc il est égal à 1. Donc f est inclus dans cet ensemble. Et comme 1 appartient à f, on a donc f qui est réduit à cet ensemble. C'est un singleton. Petit 7, d'après le petit 1, x est positif. Donc x, f de x appartient à f. Donc x, f de x est égal à 1, puisque f est réduit à 1. Donc f de x est égal à 1 sur x. Donc f apparaît comme étant la fonction inverse sur 0 plus l'infini. En 4, il suffit de vérifier que on a bien les deux conditions de la définition qu'on avait au départ, quel que soit x et y positif, f de x, f de y, c'est f de x fois 1 sur y, c'est f de xy, c'est l'inverse de xy, c'est y sur x, c'est y fois 1 sur x, c'est-à-dire y fois f de x, donc ça marche. Mais quel que soit x supérieur ou égal à 1, f de x égale 1 sur x est inférieur ou égal à 1, donc il suffit de prendre a égale 1, et f vérifie les deux conditions du problème, donc f, la fonction inverse sur 0 plus l'infini, est la seule solution au problème.